Si je peux toucher, à chaque fois, 5 personnes dans le public et ces 5 personnes, peut-être rebondiront, ou se souviendront de moi quand ils ont un moment compliqué ou qui partageront mon histoire à un proche handicapé ou une personne qui a subi un accident ou perdu son travail ou qui est au bord du gouffre et si je peux les sauver de cette manière ou les inspirer, c'est, une mission qui est pour moi accomplie. Et donc aujourd'hui, je suis un peu fier de faire ça parce que, avec ce monde anxiogène, avec le Covid, avec, les guerres, on a besoin de prendre de la hauteur. On a besoin de se rendre compte que déjà avoir nos 2 bras, nos 2 jambes, que d'être valide, c'est quelque chose d'important. Yes, yes. So, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec un homme aux multiples vies, Axel Alétro. Salut Axel, ça va? Yes, salut Guy, ça va, ouais. Champion d'Europe et du monde en BMX, champion du monde junior en motocross, en natation, en e-sport, 12 titres de champion de France, vainqueur des European Master Games, 3 records de France, première personne en situation de handicap à gagner le Paris-Dakar devant des valides. Conférencier international, rien que ça. Heu, tu as fait, de l'échec, un vrai carburant pour tous les challenges que tu t'es fixé dans ta vie. On va en parler, tout au long de cet épisode. Mais avant, je te propose, de te présenter, succinctement, Axel. Ouais, ça marche. Alors du coup, pour les gens qui me connaissent pas, donc moi je suis Axel Alétru, j'ai je me décris comme l'homme aux plusieurs vies. J'ai eu un accident le 27 juin 2010 où en fait j'étais pilote de motocross professionnel. J'ai, malheureusement chuté lors du championnat du monde de motocross sur, le Grand Prix de Lettonie où, je perds, l'usage de mes jambes. Tout de suite, je me retrouve en une fraction de seconde de pilote professionnel à personne handicapée. Les médecins de là me prédisent un fauteuil à vie. Les médecins me disent que je remarcherai, probablement jamais et de là, je décide tout de même de partir au combat, de partir, en rééducation pour essayer de retrouver une première autonomie, pour essayer de récupérer, quelques parties de mes muscles. Au bout de quelques mois, j'ai les prémices de quelques petits muscles qui commencent à récupérer dans la cuisse de gauche, puis dans la cuisse de droite. Puis ensuite, une première victoire où je me mets debout dans l'eau. Alors c'est vrai que ça peut paraître facile comme ça pour les valides, mais pour moi, c'était une énorme victoire, une victoire qui me donnait vraiment espoir pour la suite et ça me donnait vraiment envie de continuer à travailler. Les mois s'enchaînent, les séances passent et malheureusement, je stagne, je ne progresse pas forcément et je sens que je vais devoir trouver des solutions pour pallier à ces muscles qui ne récupèrent pas. En fait, la colonne vertébrale, on n'a pas de visibilité, c'est ça le Mmh. problème. Euh, on ne sait jamais jusqu'où on peut récupérer, on ne sait jamais quand est-ce qu'on est au maximum. Et là, je me suis dit peut-être que je suis au maximum et je récupérerai pas plus de muscles et donc attendre indéfiniment des muscles qui peut-être reviendront jamais, c'est peine perdue. Donc pourquoi pas essayer de trouver des solutions pour pallier à ce qui ne récupère pas. Et donc j'ai développé avec un orthoprothésiste des attelles pour tenir mes chevilles à 80 degrés. Et grâce à ça, après, j'ai pu me remettre debout, non plus dans l'eau, mais sur la terre ferme, puis faire un petit pas, un deuxième, un aller, un retour, enchaîner les centaines d'allers-retours pour finalement sortir au bout de 2 ans avec deux béquilles et des attelles pour marcher à peu près 1, 2, voire 3 kilomètres. Donc une victoire sur la vie, une victoire sur le corps médical, une victoire qui va bien au-delà de toute cette victoire Mmh. sportive. Mais je pense que quand on sort du centre d'éducation, on prend conscience que tout de même cet handicap, c'est pour le restant de nos jours et que il va falloir trouver du sens à cette nouvelle vie. Il va falloir avoir un objectif tous les matins pour avoir envie de se lever. Il va falloir se reconstruire. Et tout ça, c'est pas facile à 22 ans quand on sort avec, avec un handicap. Et donc, je me suis dit, OK, ce que j'aimais bien à l'époque, c'était le sport. Je me suis dit, pourquoi pas me relancer dans le sport et prouver malgré le handicap que je peux devenir une nouvelle fois un champion.
Et donc je me suis lancé dans la natation handisport. Déjà, j'aimais bien parce qu'il y avait pas de fauteuil roulant, c'était, voilà, on voyait d'abord un athlète et après le handicap. Mais pour la J'ai natation, monté une tu équipe. devrais pas techniquement être capable de pouvoir bouger tes jambes? Comment est-ce que tu peux nager avec des Moi, je nage qu'avec les bras, du coup. ah ouais! Ouais, donc je nage qu'avec les bras, donc c'est vraiment un comment dire? Ça a été un défi, hein, parce que c'est vrai que quand tu nages seulement avec les bras, bah, c'est toute une technique où il faut réussir à réapprendre à nager, bah, voilà, avec, l'inclinaison des mains spécifique, avec la tête bien placée, le mouvement est complètement, différent. Donc ça a été vraiment quelque chose de tout nouveau. Mais pour moi, bah, voilà, ces objectifs, c'était quelque chose d'ambitieux et je voulais performer. Donc je me suis lancé dans ce défi où j'ai monté une équipe autour de Mmh. moi, heu, les gens Tu peux m'ont on fait pourrait un peu confiance, j'ai trouvé des on pourrait un partenaires. peu rentrer dans ça, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur, la partie Ouais, ouais, pas de problème. des tu as dit que tu as développé, ces anatelles avec, avec ton médecin traitant? Avec un Ah d'accord orthoprothésiste. et c'est quelque chose qui Ouais. n'existait pas avant, ce que vous avez développé? Alors ça existait, mais c'était pas forcément adapté, on va dire, pour, ce type de Mmh. handicap. Voilà. C'est plus adapté pour les gens qui ont perdu, on appelle ça un releveur de la cheville, Mmh. mais pas forcément adapté pour, les gens qui ont perdu comme moi, 80 de l'usage de leurs jambes. OK et c'est quelque chose qui a changé, heu heu, du moins sur ce segment du corps de la médecine? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est quelque chose qui a pu aider d'autres personnes, plus ou moins dans la même situation que toi? Ou c'est quelque chose qui est purement adapté dans ta situation qui peut-être est unique à son genre? Alors je pense que ça a aidé d'autres personnes qui sont un peu je dirais en même situation que Mmh. moi. Alors il y en a pas tous les jours, mais il y en a quand Ouais. même et c'est quelque chose qui, bah, leur permet de revivre parfois parce qu'avec ça, ils peuvent se remettre, debout, ils peuvent, ressentir une sensation de liberté, voilà, tu sais, quand on est en fauteuil et juste se remettre debout, pour un valide, ça paraît pas grand-chose, Ouais. mais pour nous, c'est quelque chose Bah, d'extraordinaire, tu vois? j'imagine bien et du coup, tu continues finalement de récupérer du muscle ou c'est dead quoi, c'est plus ça sera pas possible de Ouais, c'est ça, ouais, aujourd'hui alors j'ai pas forcément récupéré des muscles, mais je continue à m'adapter dans toutes sortes de situations au mmh. quotidien. En fait, mon corps s'adapte face à la situation et j'arrive à trouver des solutions pour faire de plus en plus de choses. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose, qui est quand même un peu extraordinaire parce que c'est là où on se rend compte que, et c'est ce que j'essaye de transmettre, lors de mes interventions en conférence, on peut, on peut s'adapter dans beaucoup de choses. Quand on est bloqué et qu'on dit: «C'est pas possible», bah si, tout est possible. Il faut trouver, s'adapter, réfléchir, prendre de la hauteur, du recul et là, quand on voit, aujourd'hui le peu de muscles que j'ai et tout ce que je peux faire au quotidien, bah, c'est quelque chose qui est, ouais, extraordinaire, ouais. Yes. Donc, pour revenir sur la natation, bah, pourquoi justement la natation? Pourquoi c'est le truc auquel tu as pensé en premier? Est-ce que c'est dû au fait que tu as pu te mettre debout et avoir cette première sensation de pouvoir te remettre à nouveau debout? Heu, Alors en fait, comment dire? Je dirais que la natation pour moi, c'était une sensation de liberté. Tu vois, quand tu es dans l'eau, tu as l'impression de flotter, tu as l'impression d'être, libre. Il y a pas le fauteuil roulant, tu as l'impression d'être comme les autres, tu vois? De ne plus voir ce handicap et pour moi, ça, c'était quelque chose d'important alors que dans d'autres sports, handisport, je dirais que, il y a toujours le fauteuil, tu vois? Dans le tennis fauteuil, dans l'escrime fauteuil, dans le handiski le et donc ça, basket, c'est ouais, quelque c'est chose vrai. qui me dérangeait. Basket aussi, ouais. Donc ça me dérangeait un petit peu, et dans l'eau, c'est vrai qu'on voyait que, bah, que l'athlète, quoi et donc ça, c'était quelque chose de top et voir que l'athlète, ça m'a permis de,
bah, de ressentir le fait d'être un peu comme les autres, de recréer un milieu social. Enfin, ça a été, pour moi, le sport a été un très bon vecteur de rebond. C'est dur quand même, je dans ton cas, je sais pas, tu vas peut-être nous dire, mais, tu eu ton accident, tu l'as eu à 20 ans, mais, ça Ouais, fait quand même, à peu près, 12 ou 14 ans que tu étais déjà, dans le monde du sport et professionnel ou ouais, semi-professionnel. Ouais, professionnel. ce qui implique forcément, tu vas nous en parler, des sacrifices, d'énormes sacrifices. Qu'est-ce que ça représente comme sacrifice, de justement, je sais que tu as aussi arrêté l'école un peu plus tôt que la moyenne, à 14 ou 15 ans, je sais pas trop. Qu'est-ce Je dirais que ça implique une énorme responsabilité quand Parce que tu joues ton tu avenir, en fais le fait, ça choix. doit fonctionner. Si c'est ça ou, après tu as Voilà, très peu de marge de manœuvre. quand tu arrêtes l'école très tôt, comme tu dis, ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner parce que, tu pas le choix. Donc tu es face à un mur où tu te dis: «Bah, il faut se battre, il faut trouver des solutions, il faut aller de l'avant, il faut se il faut se dépasser, il faut rien lâcher» et ça demande beaucoup de sacrifices, à la fois sur les amis, à la fois physiquement, en énergie, en préparation, voilà, quand tu es athlète de niveau, tu as pas de vacances, hein. Tu travailles toute l'année, heu, donc c'est très éprouvant mentalement et très ingrat parce qu'il y a dans le sport, il y a des blessures, hein, on le sait tous et donc parfois tu peux être au top niveau et d'un seul coup, bah, te blesser et devoir, repartir de zéro et louper une saison et voir tes adversaires progresser. Donc c'est quelque chose de très éprouvant mentalement, mais quand tu vis tout ça à, je dirais, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, bah, je peux te dire que c'est important parce que ça te forme, vraiment pour la vie, pour le reste de tes jours, quoi. Yes. Et maintenant, au moment justement où tu as ton accident, 20 ans, on va dire que même si tu as déjà de la bouteille, tu es quand même en début de carrière, quoi. Tu peux encore normalement, performer, 10 ans, 15 ans après, je crois qu'il y en a même en motocross qui vont jusqu'à 40 ans, 40 piges, voire plus. Donc, Ouais, et tu vois, moi, j'étais juste au début de ma carrière, donc au final, alors c'est un peu le regret que j'ai dans ma vie, c'est de ne pas avoir pu aller, plus haut parce que j'étais juste au début. Donc c'est ça qui est compliqué parce que voir les adversaires, mes copains qui ont eu après une longue carrière, avec des belles années, bah, c'est parfois compliqué. Mais aujourd'hui la vie m'a tracé un nouveau chemin et j'essaye bah, d'emprunter ce chemin pour, rebondir. Mais je pense que j'aurais pu aller très, très loin et faire des grandes choses et ma vie aurait été complètement différente. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir, accepter les chemins de vie yes. qu'on nous donne. Du coup, la natation, bah, tu en as eu quand même, des enfin, c'était un vrai, une vraie carrière que tu avais débutée avec plein de petits prix que tu as eu à gagner et tu aurais pu aller un peu plus loin que ça, pourquoi à un moment donné, bah, tu t'arrêtes, complètement? Du moins, je pense que tu au niveau compétition, tu as complètement arrêté, hein. J'ai pas vu, dans En natation, ouais, tu en veux dire? natation? Ouais, ouais, en fait, en natation, ça a été, une partie de ma vie, Mmh. mais j'ai pas voulu forcément, faire ça toute ma vie. Faut savoir que nager 2 fois par jour, 6 jours sur 7, presque, 6 kilomètres par jour, avec les bras seulement, c'est très, très éprouvant Comment est-ce que et tu fais? du coup, je peux te dire que au niveau contrainte des épaules, fatigue musculaire, tout ça, bah, c'est très contraignant et du coup, moi, quand je suis en faut savoir que le reste de la journée, je suis en fauteuil quand même. Donc fauteuil, c'est pousser son propre poids. Désolé, pousser son propre poids, c'est, beaucoup de sollicitations au niveau des épaules parce que moi, je me transfère toujours avec les bras, tout Mmh. ça et donc si en plus après tu vas nager 2 fois par jour, plus la musculation,
je peux te dire que tu n'arrives plus à pousser ton fauteuil roulant. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de difficile. Et donc, au bout d'un moment, bah, après que j'avais fait le tour en natation, donc j'avais fait les Jeux européens, j'ai été 12 fois champion de France, record malade de France. J'ai voulu aller aux JO, je me suis qualifié, mais j'ai eu un changement de catégorie, ce qui m'a pas permis d'aller aux JO. Donc à partir de là, quand j'étais de changer de catégorie, contre mon gré et contre voilà, une catégorie qui me correspondait pas du tout, j'ai décidé C'était quoi, avec des d'arrêter gens qui pour étaient un peu plus valides que toi ou? ouais, voilà, des gens qui étaient beaucoup plus valides que moi. Ouais. En fait, dans le handisport, on est classifié selon notre Mmh. déficience. Et moi, on m'a mis dans une catégorie de handicap avec des gens qui ont juste, si je peux dire, juste la main coupée ou les doigts coupés. Et contrairement à moi, Ils ces ont gens-là l'usage des peuvent pieds? plonger, faire des demi-tours, faire des battements de jambes. Et donc, les temps que j'avais réalisés quelques années auparavant, quelques mois auparavant, bah, ne correspondaient plus du tout à cette nouvelle catégorie de handicap, quoi. Mais comment est-ce que ça se normalement, c'est défini au préalable, donc comment est-ce que qui change, comment est-ce que ça peut changer, Bah, c'est très compliqué quand tu es dans le handisport. Il y a 10 000 catégories. Il y a des catégories. Même moi qui étais dans le sport de haut niveau là-bas, je comprenais plus rien en catégorie. Ils décident comme Et ça sur un coup de tête de changer de catégorie? Il y a un ils comité décident, privé en ou fait, quoi qui s'occupe de ça? quand tu commences, tu as une classification avec voilà, comment on appelle ça, des représentants, des gens c'est leur job, hein, c'est des Mmh. classificateurs. Et ils t'évaluent avec un testing sur tes muscles et comment tu nages dans l'eau pour te mettre dans une catégorie. Donc ça, c'est au début. Après, ils m'ont reclassifié dans une catégorie internationale pour pouvoir faire des compétitions Mmh. internationales. Et quelques mois avant les Jeux, comme je pense que voilà, d'autres nations ont vu que je pouvais performer et faire une médaille aux Jeux paralympiques, ils se sont dit, bon, bah, si on peut essayer d'éliminer un concurrent, bah, on va essayer de le faire changer de catégorie. Donc ils ont essayé une fois, ça Ah, n'a pas c'est sûr marché. qu'il y a eu à Une avoir, deuxième fois, ça n'a pas plusieurs marché. alertes. Et troisième fois, bah, pour un point, ils m'ont changé de Ah, catégorie. d'accord. Un point qui est surtout pas justifié. Mais ça a été voilà, plutôt quelque chose de politique plus que je dirais sportif. Donc Et voilà, qu'est-ce une qu'on ressent? Parce que classification là, ça dépend plus de toi, c'est pas toi qui n'as pas fait le job, qui n'a pas fait ouais, le là, taf et je tout. pense que là, tu sais, c'était dur. C'était dur parce que autant quand tu tombes en moto, bon voilà, c'est une chute, c'est un peu de ta faute, voilà. Mais là, c'est une injustice. Et vivre l'injustice, ça, c'est ce qu'il y a de pire parce que là, on va pas au jeu, non pas parce qu'on n'a pas été performant, mais parce que le, le comité, deux, trois personnes ont décidé que je devais changer de catégorie de handicap, tu vois. Donc ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Ça t'a dégoûté? Est-ce que c'est vraiment ça qui fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase et puis là, tu dis: «Bon, là, il faut que je passe à autre chose, quoi». Ouais, c'est ça Je me suis dit, ok, bah là, apparemment, le sport, c'est plus pour moi. De handisport, apparemment, je suis trop valide. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'en ai eu un peu marre de tout ce système de classification. Tu allé chez les Je valides. trouvais ça vraiment injuste. Ouais. Du coup, je me suis dit, ben, je vais trouver un sport pour aller avec les valides, tu vois. Mais est-ce que tu te rappelles du déclic, du tipping point, au moment où tu te dis: «Bah, heu, je vais me lancer dans un sport, motorisé»? Est-ce qu'il y a eu comme ça des prémices? Est-ce que c'est un sujet déjà qui t'intéressait de prime abord? Alors, je t'avoue que c'était un sujet qui me trottait dans la tête depuis. Quand je nageais, déjà, j'y pensais un peu, mais je m'étais dit, voilà, chaque chose en son temps. Il y avait les Jeux de Rio en vue. Je savais pas ce que j'allais faire après Rio. J'étais sur une bonne dynamique, une bonne ambiance. Le club était moteur. On avait une bonne équipe. Et je pensais un petit peu au sport méca, mais j'étais encore dans cette optique de voilà, natation. J'avais mes partenaires et tout. Et après qu'il y a eu cette classification qui a changé,
bah, là, d'un seul coup, tout ce projet de Rio, j'ai voulu tourner la page et j'ai vite compris que, bah, ça allait plus être possible de refaire quelque chose et non pas parce que j'ai pas les capacités enfin, non pas parce que je suis pas assez fort techniquement, tout ça, sportivement, mais parce que c'est impossible Ouais. physiquement à cause de mon handicap par rapport aux autres. Ferrari et Et donc karting, là, je me suis dit: c'est «OK, pas il faut que je tourne la page». Et donc là, j'ai tourné la page et je me suis dit: «Bon, go pour, ce projet, que j'ai envie de faire dans les sports mécaniques». Et j'avais ce rêve qui était de faire le Dakar, tu sais, depuis tout petit. Alors je voulais le faire en moto à l'époque. Malheureusement, la moto, pour moi, plus possible avec mon handicap. Mais je me suis dit: «Bah, pourquoi pas le faire, sur 4 roues?» Et donc on a monté un super projet. On a monté ce projet, de faire le Dakar 2020. GP 2020. Alors il y avait Riyad qui était aussi dans l'aventure effectivement parce que, à l'époque, enfin j'avais commencé à monter ce projet tout seul et Riyad, on travaillait ensemble sur les conférences, tout ça et je lui dis: «Mais ça pourrait être pas mal si on fait ce projet ensemble, on fait un super projet autour, avec un message brandé, de la communication, quelque chose qui puisse, résonner auprès du grand public». Et donc on a trouvé un slogan qui était, vraiment pas mal, je trouve, c'était #JePeux2020. Donc Je peux 2020, je crois que ça restera, gravé dans les annales parce que, ça a été un super projet. Yes. Ce projet, comment est-ce que, tu organises tout ça? Comment déjà, tu as pas forcément des réseaux, j'imagine et ça demande aussi beaucoup d'argent. On parle de sport mécanique, donc forcément, il faut investir dans une équipe qui va t'accompagner, avec la technique et tout. Comment est-ce que tu fais pour trouver, les premières personnes qui, acceptent de mettre de l'argent, sur ce projet-là et qui croient suffisamment en toi? Puisque là, pour se faire, heu pour se faire un petit peu une idée du truc, tu pars compétir avec des valides alors que tu as pas l'usage, complète de tous tes membres, quoi. Donc, autant dire que, bah, tu techniquement aucune chance. Donc c'est sauf si c'est pour, le plaisir de dire que, beh, j'ai participé, mais techniquement, tu n'es pas supposé pouvoir gagner ce type de compétition, quoi. Ouais, c'est sûr, sur le papier, on part d'une feuille blanche, sans aucune expérience, mais avec, je dirais, mon expérience du passé, je pense que les gens ont cru en moi, ils ont cru en ce projet et du coup, on est parti de 0 et on a cherché des solutions pour déjà trouver sur quel véhicule j'allais rouler. Adapté. Une fois qu'on avait trouvé ça, on a essayé de trouver des adaptations pour que je puisse rouler, malgré le handicap, tu sais, pour que je puisse accélérer, freiner, tout ça avec mes jambes qui ne fonctionnent pas forcément bien. Heu et après, il a fallu trouver l'argent et donc là, ça a été, voilà, le nerf de la guerre de trouver des mécènes, de trouver des partenaires et donc j'ai trouvé un premier sponsor, puis après, tu sais, avec mes interventions, on a pu rebondir sur, voilà, des partenariats, rentrer dans les entreprises pour proposer de devenir mécène Mmh. dans ce Tu te projet. rappelles du Donc premier non, ça la a été première personne qui t'a fait confiance? c'était, alors la première personne qui m'a fait confiance, je crois que c'était qui? C'était alors un gros partenaire, tu veux dire? Ou Ouais, que ce soit un gros partenaire ou, juste, en tout cas les premières personnes qui t'ont dit: «Hey, go, go, go», quoi. alors, c'était qui, les premiers partenaires? Parce que tu sais, en Dakar 2020, on a eu énormément de mécènes. Effectivement. Je sais qu'il y a aussi eu, parce que j'ai eu Anthony Bourbon sur le podcast qui nous a dit aussi Ouais, il a super kiffé Anthony, le projet. il était mécène, mais pas au début. Euh, je dirais le plus gros. Ah, c'était, si, si, je me souviens, c'était. Si, finalement, c'était Francis Sihuch, c'est un partenaire du Nord. Ils sont dans l'industrie. Et
En fait, j'avais fait tu vois, pour donner envie aux partenaires, j'avais, organisé une journée où je présentais mon véhicule et je l'ai fait rouler avec moi, tu Ah sais? ouais. Et quand il est monté à côté de moi, il a trouvé ça exceptionnel. Déjà, il a Comment tu halluciné, fais? comment ça allait Comment vite. tu fais? Voilà. Et là, il a dit: «Banco, je viens». Et donc ça a commencé avec lui, mais en fait, je pensais plus à lui parce que il a été l'un des partenaires principal, mais au fur et à mesure de l'aventure, il s'est impliqué, tu vois? Mais au début, il était, vraiment, petit partenaire et au fur et à mesure, il est devenu, bah, un gros partenaire, finalement. Nice. Maintenant tu parles de, pour essayer de les convaincre, tu les as fait visiter, rouler un petit peu avec toi. Pour le task justement du véhicule et tout ce qui va avec, comment est-ce que tu, réussis à t'entourer, à aller chercher les personnes qui vont suffisamment te faire confiance pour, mettre un véhicule à ta disposition et en plus de cela, l'adapter, à ton contexte, quoi? Ah, bah, ça se fait un peu naturellement, il y a eu un mélange de copains, un mélange de gens que j'avais vus à la télé sur le Dakar, que j'avais contactés. Heu et finalement, j'ai fait fusionner une équipe qui était du nord avec une équipe du sud et on a fait un mix, ouais, parce que j'avais pas trouvé assez de budget pour, faire tout le Dakar et donc moi, j'ai intégré la logistique d'une structure avec, la préparation, d'un autre team, tu vois? Donc finalement, c'était un peu un mix de tout ça et ça a été la meilleure combinaison qu'on ait pu faire parce que d'un côté, j'avais trouvé quelqu'un qui était, très compétent sur la partie mécanique et de l'autre, quelqu'un qui avait une super structure pour, la logistique et donc les 2 réunis, bah, on avait, à la fois un super préparateur et une super logistique et donc ça fonctionnait super bien et je les avais la partie, le team du sud, je les avais jamais rencontrés jusqu'à, 1 mois avant le Dakar où on s'est vus. Donc je me souviendrai, c'était en fin novembre. On s'était vus pour la première fois où, j'avais testé la voiture aussi, une fois avant le Dakar. Il pleuvait, il neigeait, enfin c'était, catastrophique. Je me suis dit: «Mais dans quoi je m'embarque?» Et finalement ça a été une superbe aventure. J'ai aussi eu des coéquipiers du Nord qui m'ont accompagné parce qu'en fait, le problème c'est que moi au Dakar, je peux pas, faire ça seul parce que j'ai besoin de coéquipiers, de porteurs d'eau, on appelle Mmh. ça. Des porteurs d'eau, c'est des gens qui te suivent en voiture, qui te C'est lui suivent, qui a souvent la carte à côté là, qui, donne des direct bah, ça c'est le OK, copilote ça, à d'accord. côté. Mais en plus de copilote, moi quand je roule avec ma voiture, il y a deux, trois autres voitures derrière qui font la course en même temps pour, au cas où, me donner des pièces, me tirer quand je suis enlisé et cetera, tu sais? Parce que moi avec mon handicap, je peux pas changer les pièces, je peux Et pas, ça rentre dans la politique je peux du truc? C'est pareil pour, les autres véhicules de Dakar aussi ou c'est spécifique à toi? non, on va dire que c'est spécifique à moi. Après, quand tu es valide, tu as pas besoin de ça. Mais moi, j'avais besoin de des gens qui soient là pour m'épauler, dans d'autres Mmh. voitures, pour Et c'est m'aider, quelque quoi. chose qu'il fallait que tu négocies avant avec, l'orga du Dakar? Non, 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 en fait, ces gens-là, faisaient la course, à titre, voilà, d'aide pour moi, mais ils faisaient la course. Mais, ils devaient toujours être derrière moi, ils devaient Non, non, toujours, je veux dire au niveau de l'orga du Dakar, est-ce qu'il faut des autorisations spécifiques pour ça ou c'est non, non, non. passé, Non, 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 parce qu'en fait, ils font la course comme les Ah, c'est autres. des Donc compétiteurs? c'est des C'est des concurrents. concurrents? Oui, c'est des compétiteurs, ouais, Qu'est ouais. que je comprends plus rien. Ils ont intérêt plutôt à te laisser justement, traîner et puis à aller gagner la course que pourquoi est-ce qu'ils Oui, t'aident? mais comme ils sont là en fait, ils sont engagés comme compétiteurs, Ah, juste pour, t'aider toi? juste pour m'aider Ah moi, donc ils d'accord, font pas d'accord, la course, ils d'accord. sont là pour m'aider moi, mais ils sont engagés en tant que compétiteurs. Sinon ils n'ont pas le droit d'être, Mais, dans la course. OK, je vois. voilà, sinon ils auraient pas le droit d'être dans la course, ouais. Waouh! Mais là, comme ils sont engagés en tant que compétiteurs, ils ont le droit d'être dans la course, mais ils sont là, pour, bah, pour m'épauler, pour m'aider, pour me donner des pièces, et cetera. Waouh! OK.
Yes, donc tu réussis à mettre tout ce setup-là en place et Dakar 2020, première participation et boum, direct win. Voilà, donc on a performé. Heu, Ça a été quelque chose, voilà, de un rêve parce que, on part de très loin et déjà le terminer, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais en plus d'avoir terminé, cette aventure qui est quand même 10 000 kilomètres à parcourir en presque 15 jours, bah, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, sur le podium, tu sais, si on revient 10 ans en arrière et que je suis en Lettonie et si on m'avait dit qu'un jour j'allais gagner le Dakar devant les valides, bah, je peux te dire que j'aurais été, bah, très loin d'y croire. Donc ça a été beaucoup d'émotions, quoi. C'était beaucoup d'émotions et sur ce podium, bah, je me souviendrai tout le temps, voilà, de, de- des 25 personnes qui étaient à l'arrivée avec moi, de ce projet qu'on a démarré de zéro. Enfin, c'était. Parce que tu sais, sur un Dakar, c'est des pièges à éviter tous les jours, c'est 800 kilomètres par jour. Donc il peut en arriver des problèmes. Des problèmes techniques, des pièces à changer, des moteurs qui cassent et Voilà, c'est ça. Donc du coup, non, non, ça a été quelque chose de dingue. Et quand tu passes l'arrivée, tu te dis: «On l'a fait», quoi. c'est vraiment impressionnant. Juste même le task, pour toi, lorsqu'il faut dormir, lorsqu'il faut comment est-ce que c'est c'est des trucs spécifiques qu'on construit? Comment est-ce que, Bah, sur un bivouac, tu vois, j'avais dû réfléchir à une logistique pour trouver des solutions. Heu, Parce que le bivouac, c'est du sable, donc les gens, pour certains, dorment en tente, d'autres, dorment sur des fourgons aménagés et moi, j'avais, un espèce de camion aménagé qui me permettait de, bah, à la fois un peu, être au sec, être un peu autonome, pas dehors parce que la nuit, il fait très froid, et que ça soit à peu près adapté, quoi. Donc voilà, c'était un camion, une caisse frigorifique, avec plusieurs lits. Donc voilà, on mettait tous les sacs, on mettait, toutes les affaires, le lit en même temps, mais au moins on dormait pas sur le sable, on avait, entre guillemets «un vrai lit». yes. Donc après le Dakar, j'imagine que là, tu avais forcément plein de projets, et forcément l'intention de revenir, pour, la prochaine compète de Dakar. Tu peux un petit peu nous faire un un short Alors ouais, on avait plein de projets, avec Riyad justement, mais malheureusement il y a eu le covid. Tu vois? On est rentré du Dakar et je pense que donc on est rentré en janvier et je crois qu'un mois et demi après, on était confinés. Donc tous les projets, parce que je comptais repartir en 2021, tous les projets qui commençaient à émerger, se sont écroulés. Les partenaires qui nous avaient accompagnés, qui étaient chauds pour repartir, bah, vous étiez même en panique dans ils leur ont pas boîte? voulu. Bah, ouais, ils ont pas voulu, remettre de l'argent parce que, ils avaient pas de visibilité, parce que leur société était fermée, enfin, tu vois? Donc ça a été, une année complètement blanche. 2021, j'ai 2020, on a parce que le Dakar, c'est tout le temps en janvier, hein, début d'année. Donc quand on est revenu du Dakar 2020, on a voulu partir pour le Dakar 2021, pas possible. Le Dakar a eu lieu, mais sans nous, parce qu'on n'avait pas trouvé de partenaire. Et donc après, en 2021, j'ai voulu remonter un projet pour 2022. Mais Mais en 2020, ça a qu'est-ce été que tu difficile fais de. en fait? Est-ce que comment tu as vécu le Covid? Tu fait une dépression? Tu fait une déprise comment est-ce que tu as vécu, parce que là, tu passes quand même, de tu vois, du summum des sommets et puis là, plus rien, plus aucune activité. Comment est-ce que toi tu as vécu ça, Bah, ça, dis-moi? ça a été long. Tu as trouvé une À cette occupation? époque-là, ouais, j'ai appris l'anglais parce que voilà, je voulais faire mes conférences en anglais, du coup, j'ai appris Ah, l'anglais. tu parlais pas anglais avant? Je me suis dit comme tu faisais des Si, je compétitions parlais à anglais, mais l'international.
Si, si, je parlais anglais, mais pas faire des conférences en anglais. OK. Donc c'était, le moyen de pas perdre mon temps et de te faire trouver des choses et le problème, c'est qu'à chaque fois, tu sais, on pensait que le confinement allait s'arrêter et donc on prévoyait des événements, des choses, des entraînements et bah, tout se recassait, la figure parce que, Il y avait des rebonds. on est Ouais. interconfinés un mois Mmh. après, tu vois? Donc au final, trop rien fait, quoi. C'était, mis à part, avoir, essayé de guérir des petits problèmes physiques et tout, finalement, ça a été une année un peu enfin complètement blanche, quoi. Ça a été, long. Tous mes projets de rallye s tombaient à l'eau. Donc ça a été ouais, ça a été très galère. J'avoue que ça a été une année compliquée comme beaucoup de gens, hein et mais voilà après, je me souviens d'une chose, c'est qu'il faisait beau et que du coup je profitais, Mais on n'avait pas le droit de sortir? Ou alors, chez toi, tu pouvais, ouais, mais après oui, moi j'habite à la grande ouais, campagne là-bas, alors, il y il avait y a pas de restrictions en tout cas. y Yes. donc ça va, je pouvais, aller dehors. Yes, avant qu'on ne parle du projet de 2022 que tu préparais en 2021, moi, j'ai un truc qui me trottine un peu le cerveau sur, pendant toutes ces années, parce que les sponsors et tous ces partenaires, bah, ils investissent dans les projets, mais entre temps, toi, bah, tu dois continuer, bah, de vivre, de te prendre soin de toi, de t'occuper, bon, je sais pas aussi à quel point, l'État, peut-être, prend en main une partie de tes soins, mais comment est-ce que toi tu vis? Comment est-ce que tu finances ta vie, sans, vouloir trop rentrer dans le privé? Mais ça coûte quand même de pouvoir avoir, la mobilité que tu as, les on parlait justement des outils que tu as fait développer avec certains prothésistes. Comment est-ce que tu finances, tout ça? Est-ce que tu as une activité parallèle? Est-ce que tu es héritier? Est-ce que je rigole. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Non en fait, c'est assez simple, hein, bon déjà les projets comme le Dakar, tout ça, c'est des projets, qui sont pas, professionnels parce que c'est des C'est projets un peu, où, c'est les projets qu'ils financent. C'est pas, même si tu es à l'intérieur des projets, ouais, c'est pas un argent pour vivre ouais, à je titre suis pas personnel, quoi. voilà, c'est ça, déjà qu'on a du mal à boucler les budgets pour partir et pour, couvrir tous les problèmes qu'il peut y avoir, tu vois, sur un Dakar, même parfois on revient et notamment en 2020, avec des dettes justement. Ah ouais, tu le trophée, mais tu es endetté quand même. Ça, c'était, on va dire, la mauvaise partie du Dakar parce que on était super contents parce que voilà, on avait, performé et tout et puis après on se retrouve, Mais qu'est-ce que tu gagnes, en fait? ah À bah, part le trophée, il y a pas un truc, il y a pas une somme, il y a pas ah, c'est juste le truc, bah, c'est ça. bravo, tu as gagné le Dakar, Ouais, voilà, c'est ça le ah pire, tu ouais! vois? Donc du coup, ouais, tu un peu, bah, tu je dirais, Mais pourquoi est-ce que les gens, ils quelque font du part, Dakar? C'est quoi? C'est juste pour, de la visibilité ou? bah, c'est pour le dépassement de soi, c'est pour l'aventure, c'est pour, tu vois? Pour tout ça. Comme, je sais pas moi, quand je sais pas, tu as déjà fait un marathon ou des choses Ouais, comme ça mais ou pas? en termes de business, en fait, il y a que les organisateurs qui gagnent, c'est ça? Bah, ouais, c'est ça. Et ils ont tout compris, quoi, c'est ça la carotte. Faut être Ouais. l'organisateur. Mais c'est ouf, Non, j'ai mais jamais su. Je me disais qu'il y avait forcément, une prime, financière en plus du trophée, quoi. ah ouais, ouais, non, non, il y a rien du tout et c'est ça, du coup, moi après, comme j'ai eu un accident, à titre, voilà, professionnel, bah, je suis en comment dire? Arrêt maladie, si on peut dire ça, tu vois? À vie, hein, parce que voilà, j'ai perdu c'est quand même très grave ce que j'ai OK, eu, hein, donc tu donc peux te faire, soigner moi je et sans suis en situation de handicap, hein, pour, le restant de mes jours, donc je suis considéré comme, voilà, personne, je infirme, hein, et du mmh. coup, voilà, du coup, j'ai une compensation par rapport à ce qui m'est Ah arrivé, d'accord. à juste titre. OK, OK, donc tu peux te faire en fait, c'est pas toi qui, tu payes pas par toi-même pour, te faire,
Heu Non, non. Non, ça, c'est des soins, voilà, qui sont vraiment, lourds mmh parfois, heu, qui coûtent très cher et donc qui sont pris en charge évidemment parce que faut savoir qu'en fauteuil, bah, voilà, s'il y avait juste le fauteuil, ça serait bien, mais il y a d'autres, voilà, d'autres, Les pas mal médicaments, d'autres, ouais, tu voilà. tu Voilà et d'autres soins médicaux, qui sont essentiels à vital mmh pour continuer à vivre normalement donc non, c'est parfois, c'est chiant parce que voilà, s'il y avait juste le fauteuil, ça serait bien de et que tout ce qui est à côté, c'est parfois fatigant et voilà, bah, du coup, à part tu vois, comme là, je suis mh. malade et genre juste un peu de trop de j'ai pas grand-chose, mais un peu trop de sorties, un peu trop de déplacements et du coup, je tombe vite malade et ça peut être compliqué. Ouais, j'imagine. Yes, donc on va revenir sur, ce que tu avais préparé en 2021 pour 2022. Du coup, c'était toujours le Dakar? Ouais, toujours au Dakar, ouais. OK et tu quand même, épongé la dette de 2020, hein? Bah, ouais, du coup, on a épongé la dette de 2020, je crois que c'était en négociant justement pour essayer de trouver un compromis parce que, c'est voilà, même si on avait gagné, on avait utilisé des Mmh pièces, tu vois? Et quand tu es sur place, tu te dis: «Bah, ouais, soit je continue et on met, une rallonge, d'argent, soit on arrête et tout s'envole», Yes, voilà. Donc au début, quand tu es dans la course, tu dis: «Bah, pour gagner, on va essayer de voilà, de mettre les meilleures pièces». effectivement. Donc non, après, j'ai essayé de remonter un projet, pour Mmh 2022 et donc un projet qui a commencé à mûrir début Mmh 2021. Des anciens partenaires qui nous ont rejoints, des nouveaux. On a développé, un nouveau véhicule et malheureusement, ça s'est passé, très moyennement parce que, on a cassé le moteur dès la deuxième étape. Ah ouais. Donc ouais, donc ça a été, C'est quelque chose qu'on une peut très changer mauvaise ça ou là, c'est parce que le moteur, c'est quand même big, quoi? c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer quand on est au Dakar, donc quand il est cassé, il est cassé. Ah ouais, donc tu as stoppé, la compète à ce stade-là, quoi? Tu pas allé jusqu'au bout? Ouais, j'ai stoppé la compète dès le deuxième jour pour te dire. Fuck! Oh, pardon. Toute cette préparation pour Donc ça, c'est 2 jours? Mais ouais, qu'est-ce comment est-ce que tu exactement. vis ça? Comment est-ce que, tu Très mal, très et mal. les gens qui Là, ont tu peux vivre investi ça très mal. derrière et tout, comment est-ce qu'ils Eux, ils savent que ça fait partie du jeu, mais moi, très mal parce que tu sais, pour aller chercher, des mécènes, il faut se battre, parfois les mécènes, voilà, faut les convaincre? Donc c'est faut pas, les convaincre et tout et quand tu fais que 2 jours, bah, tu es vraiment au fond du trou, pendant quelques semaines après parce que tu as déplacé toute l'équipe, tu as des objectifs, et là, un moteur qui casse, non pas parce qu'ils ont fait des erreurs, mais par, voilà, par, malchance et voilà, là, tu dis, ouais, c'est tout est si tu fais une erreur et que tu fais des tonneaux et que tu tapes une pierre et que tu casses une roue, bah, c'est ta faute. Mais là, c'est la faute de personne. C'est un défaut de fabrication à l'usine et c'est arrivé à d'autres pilotes ouais. aussi, hein et là, c'est vrai que tu dis: «Bon, 2e jour, on rentre déjà à la maison, c'était un peu amer comme goût, Ouais, tu vois? j'imagine et c'est difficile de rebondir quand même. C'est, là, Bah, je t'avoue, quand tu rentres, tu te dis: «Bon, bah, c'est tout, quoi, on arrête». Tu vois? Parce qu'en fait, j'ai voulu monter un projet, je veux monter un projet, je en suis train en train de monter un tu vas nous en projet, parler, ouais. qui s'appelle Go Green Mmh 2024. Donc le but, c'est d'aller, développer un véhicule à énergie renouvelable, d'ici 2024 et là, quand cette première année, on teste des choses et qu'on casse le moteur, j'ai eu envie de tout arrêter. Et c'est vrai que quand tu rentres, voilà, après je suis parti, en vacances, j'ai pris du recul et je me suis dit: «Ouais, c'est dommage parce que ce projet Go Green 2024, il est quand même exceptionnel». Voilà, je veux faire partie de cette nouvelle génération de pilotes qui démontre que, bah, oui, on peut pratiquer notre passion, mais sur des véhicules, propres, hybrides ou mh. hydrogène, ou Ça se électriques fait déjà? Il y a et je des pense gens qui ont déjà, il y a des précurseurs là? ça se fait pas, mais c'est en cours de développement, donc j'y crois et c'est des choses qui vont émerger d'ici quelques années. Et aujourd'hui, je pense que ça peut être quelque chose, qui
qui révolutionne un peu le sport auto parce que les gens sont beaucoup encore avec voilà, les anciennes générations, les moteurs diesel, tout ça, et c'est plus concevable tout ça. Donc aujourd'hui, il faut changer les choses et je suis là pour faire changer les choses. Et j'aime bien porter des messages sur mes Mhm. challenges. Et là, associer performance, handicap et environnement, bah, c'est quelque Faut chose pas faire mieux. qui est top. Yes. Et donc, c'est un projet ambitieux et voilà, on a remobilisé, comment vais-je dire, on a remobilisé les équipes, les mécanos pour continuer à monter ce Mhm. projet. Et on lâchera pas tant que c'est pas terminé, Yes. quoi. En termes de budget, combien est-ce que ça se finance ce type de projet-là? Parce que on parle de véhicules Moi, nouvelle c'est à peu près génération, quoi. 500 000 Pardon? euros. 500 000 euros, à peu près 500 500 000. 000 Ah euros. ouais. Mhm. Minimum, minimum. C'est pas grand-chose, hein. Alors, c'est beaucoup pour beaucoup Ouais. d'argent, Mais mais c'est le quand minimum je dis c'est pas pour grand-chose, espérer avoir quelque chose voilà. qui Mais est de viable, quoi. voilà, il faut savoir que quand on se déplace sur le Dakar, il y a 25 personnes, il y a 3 voitures pour aussi pour m'aider. Donc, bah voilà, 3 voitures, c'est quand même des gros budgets. 3 voitures, c'est tout de suite 2 mécanos par voiture, c'est tout de suite des camions en plus, c'est des pilotes, des copilotes, c'est des inscriptions, c'est des voyages. Enfin, c'est une grosse machine, hein, du coup, c'est le minimum pour partir. Yes. En sachant que en voiture, moi je suis dans la catégorie donc Mhm. buggy, mais en voiture, dans la catégorie Rennes, là, c'est des budgets qui sont de l'ordre de, voilà, je sais pas, là c'est Ouais, là, illimité, hein, là c'est c'est 50 millions d'euros peut-être waouh. pour Peugeot ou Audi ou ce genre de choses, quoi. Et des partenaires plus institutionnels, même pour leur image, ce serait pas intéressant, là, tu as cité Peugeot, pour eux, bah, de pas forcément avec enfin, c'est toujours important d'avoir cet objectif de victoire à la fin, mais juste pour l'image, moi, je trouve que ce serait intéressant d'accompagner, des profils comme toi, dans ce type de projet-là. Est-ce que c'est pas des trucs qui leur parlent? Est-ce que tu communiques avec tu es en contact avec, ce type de profil-là? Bah écoute, j'aimerais bien qu'ils réfléchissent comme toi. Et c'est un peu compliqué. Voilà, le but c'est toujours la performance. Moi, je suis performeur aussi, hein, mais tu sais, eux, ils ont voilà, leur propre équipe. Ils ont. Voilà, je pense que les choses sont en train de changer doucement et j'espère intégrer une structure professionnelle pour prouver que je peux aller performer aussi devant les valides euh, dans les autres catégories au-dessus, supérieures. Mais par exemple, Peugeot, déjà, ils sont plus au Dakar. Tu vois, il y a très peu de constructeurs. Maintenant, il y a un constructeur allemand qui est Mmh. Audi, Toyota qui sont pas vraiment dans le truc. C'est via une structure privée. Enfin, c'est pas si simple que ça. Parce que tu vois, avec la crise, avec le Covid, les budgets se sont restreints, donc ils ont de moins en moins de pilotes. Donc prendre un pilote en plus, c'est encore de la logistique en plus. Tu vois, et c'est des budgets qui sont faramineux, bien plus que Team Ouais, mais privé, derrière, comme je la l'ai dit. portée médiatique, elle est il y a une Je rentabilité sais, quasi, mais je sais bien, ouais. Mais après, on est malheureusement dans un marché en Europe qui n'est pas forcément le meilleur. Je pense que si j'étais américain ou, ou chinois, ça aurait changé, ou australien, ça aurait changé beaucoup de choses. Là, en Europe, le marché, ils ne souhaitent pas forcément communiquer dessus. Donc voilà, pour certaines marques, c'est pas la priorité. Voilà. Parce qu'ils souhaitent, tu vois, par exemple, s'ils souhaitent développer le continent américain, ils vont prendre un Américain pour développer l'Amérique. mmh Ils ne vont pas prendre un Français alors qu'ils veulent développer un modèle pour les États-Unis, tu vois. yes, Par exemple, je prends l'exemple de Ford, tu vois, qui prennent des Américains pour développer les pick-up, enfin, développer l'image aux USA, quoi. yes. Donc, c'est un concours de circonstances qui fait que, voilà, mais un jour, on tombera sur le bon timing pour faire des choses. Je suis convaincu. Yes. Donc, le projet, c'est, Go Green 2024 et
Actuellement, j'imagine que tu continues de rechercher, des partenaires, stratégiques comme financiers pour accompagner cette nouvelle aventure? Voilà, c'est ça. Là, le but, c'est de trouver des partenaires, c'est, leur faire vivre Mmh. l'aventure. Donc voilà, le but, c'est toujours de les impliquer, qu'ils puissent contribuer à ce projet d'intérêt général. Parce que, tu vois, si nous, on trouve la solution, comment développer ce véhicule, bah, si on arrive à rouler avec un véhicule hydrogène dans le désert, je peux te dire que, la voiture classique, en ville, bah, elle pourra largement C'est rouler avec clair, c'est l'hydrogène. clair. Parce Donc c'est un enjeu, qui est, à la fois aussi pour le grand public qui est hyper intéressant et c'est pour ça que ça me tient à cœur. Tu sais, le turbo, voilà, tous ces genres de choses ont été développés d'abord sur circuit en mmh. racing, puis après adaptés, pour les voitures, lambda. Donc non, non, aujourd'hui, voilà, les partenaires qui viennent, bah, voilà, ils viennent pour un super projet, pour un projet d'intérêt général, pour, nous aider à contribuer à réaliser ce Mmh. rêve et associer, comme je l'ai dit, handicap, performance, environnement. Donc ouais, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et puis, on serait les peut-être alors qui sera le premier à faire, je sais pas, mais en tout cas, on essaye de se positionner pour être les premiers à le faire. Yes. Je voulais qu'on revienne encore un petit peu, sur, les conférences. Je sais que tu donnes des conférences, heu en France, mais pas que, notamment avec, tu as dit que tu as fait des cours d'anglais pendant, le covid, j'imagine que c'était pour pouvoir, aller à l'international pour, donner ces confs. Tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est pourquoi déjà le format, conférence et le but derrière? Qu'est-ce que soit toi ça t'apporte aussi à titre personnel, de faire, ce Yes. Alors je vais essayer de terminer là-dessus parce que il y a pas de souci. je commence à avoir un peu de mal Mmh à mh. je sors de enfin je sors. J'ai été, quand c'est eu, plusieurs fois là, j'étais vraiment Mmh mh. KO. En fait, les interventions, en fait, quand j'ai eu mon accident, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de personnes qui, partageaient leur histoire un peu comme la Mmh. mienne. Tu vois? Des témoignages, à la fois pour, rebondir, dans la vie, pour se reconstruire aussi, physiquement Mmh. et j'avais le regret de ne pas avoir de gens qui, quand j'étais dans mon hôpital, pouvaient m'inspirer au quotidien Mmh. et donc moi, je me suis dit que, bah, c'est quelque chose que je voulais faire. Je me disais que je trouvais ça un peu égoïste de ne pas partager, tout ce que je faisais, au quotidien pour, le partager à d'autres personnes qui sont dans la même situation que la mienne à l'époque et donc j'ai décidé de faire des interventions, à l'international. Pourquoi? Parce que j'ai toujours, comme tu le sais, été un athlète de haut niveau qui voyageait dans le monde entier et faire ça, dans des pays différents, je trouve ça intéressant parce que, il y a une culture différente à chaque fois, un mindset différent et le but, c'est de le propager au plus grand Yes. nombre et et voilà, faire le parallèle aussi en entreprise entre ce qui m'est arrivé et ce que peuvent vivre les entreprises au quotidien sur le terrain, bah, je trouvais ça, très enrichissant pour eux, pour moi aussi, parce que je rencontre des domaines différents tout le temps à chaque fois Mmh. et j'ai développé, voilà, des conférences sur plusieurs thèmes: résilience, motivation, dépassement de soi, performance et handicap. Donc des sujets internes qui peuvent être, voilà, très intéressants pour, les séminaires, pour, voilà, faire le lien entre mon histoire et les entreprises. Donc aujourd'hui, c'est un sujet, voilà, qui me tient à cœur et si je peux toucher, à chaque fois, 5 personnes dans le public et ces 5 personnes, bah, peut-être rebondiront, ou se souviendront de moi quand ils ont un moment compliqué ou qui partageront mon histoire à un proche handicapé ou une personne qui a subi un accident ou perdu son travail ou qui est au bord du gouffre et bah, si je peux les sauver de cette manière ou les inspirer, bah, c'est, une mission qui est pour moi accomplie Yes. et donc aujourd'hui, je suis un peu fier de faire ça parce que, avec ce monde anxiogène, avec le covid, avec, les guerres, bah, on a besoin de prendre de la hauteur. On a besoin de se rendre compte que déjà avoir nos 2 bras, nos 2 jambes, que d'être valide, bah, c'est quelque chose d'important et parfois les gens jettent leur dévolu beaucoup dans les choses matérielles, telles qu'avoir le nouvel iPhone, avoir une belle voiture, avoir, j'en sais rien, quelque chose de matériel qui changera pas leur vie alors que la base de la vie d'entre nous, c'est quoi? C'est
d'être heureux. Et ça, je l'ai compris quand j'étais au centre de rééducation. Être heureux au quotidien, bah, c'est la base de l'être humain. Être heureux avec sa famille, ses amis. Et je pense qu'aujourd'hui, on met de côté beaucoup toute cette chose principale, finalement, qui devrait être notre leitmotiv. Tu sais, quand on est à l'école et qu'on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, bah, la réponse, ça devrait être moi, je veux être heureux, tu vois. C'est pas D'être je pilote. veux. Voilà, ou j'en sais rien. Après, être pilote, j'étais heureux, c'est quelque chose qui me plaisait. Enfin, qui était voilà, mon leitmotiv de tous les matins. Mais combien de personnes se travaillent et ces gens-là font des choses qu'ils n'aiment pas forcément. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un problème. Ça amène à des dépressions parfois, ça amène à des suicides, ça amène. Je dis ça parce que voilà, j'ai vu tellement de gens en rééducation qui sont tombés dans des dépressions très profondes pour parfois ne jamais ressortir, que je peux témoigner de ce que j'ai vu et par où ça commence. Et donc, je trouve que la base, c'est de se poser les bonnes questions, savoir s'écouter aussi. Savoir s'écouter, c'est important car ça nous permet de faire les choses qu'on aime, de prendre du recul et de se poser les bonnes questions. Parce que quand on est dans un rythme infernal, on fonce, on fonce, on fonce, on prend pas de recul et on oublie, on oublie ce qu'on aime faire au quotidien et ce qui nous, notre moteur. Et ça, aujourd'hui, bah, j'essaye de l'inculquer auprès des gens, dans les entreprises aussi. Donc voilà. Yes. Bien évidemment, en plus de tous les thèmes que j'ai évoqués, résilience, motivation, dépassement de soi, mais c'est une petite touche perso que j'essaye d'apporter pour que les gens puissent être poussés à la réflexion pour derrière les aider professionnellement et personnellement. Parce que quand ça fonctionne bien personnellement, ça fonctionne mieux professionnellement aussi. Donc, et vice-versa. Yes. Donc, c'est important d'être bien dans les deux. J'imagine que pour booker, pour ces confs, c'est sur ton site internet, heu, Ouais, exactement. Les gens peuvent venir me. axel-aletro.com. On va mettre de toutes les façons les liens en description d'épisode. Axel, je te prends encore juste quelques minutes pour poser les questions que j'ai l'habitude de poser, en fin d'interview aux invités. Quelles sont, les parties les plus difficiles, de ton job, de ta vie? Le plus difficile, c'est de s c'est de devoir mettre plus de temps que les autres pour vivre au quotidien, avec le fauteuil. Toi, pour monter en voiture, tu mets 10 secondes. Moi, je vais en mettre 2 minutes pour transférer le fauteuil, pour charger le fauteuil. Et ça, c'est dans toutes sortes de situations au quotidien. Donc, parfois, c'est très rageant de perdre du temps sur tout ça. Donc, il faut apprendre la patience. Et la patience m'a appris beaucoup de Yes. choses. Mais j'imagine que tu es super zen par rapport à la plupart des personnes. Lorsque tu vois peut-être quelqu'un en route qui, se prend la tête pour: «Ah putain, il y a des embouteillages et Voilà, tout», c'est toi tu ça. dois voir, si tu peux imaginer Cool. combien de temps est-ce que moi je dois attendre? Ouais, c'est ça, ouais. OK. Et comment est-ce que tu progresses À quel niveau? globalement, que ce soit, dans les projets ou sur lesquels tu te lances ou en famille, ou Je progresse en étant à l'écoute, je progresse en étant curieux, et je progresse en me remettant en question. est-ce que tu as des regrets? Bah oui, le fait de ne pas avoir pu aller plus loin dans le motocross, parce que je pouvais aller plus loin et quand tu as le potentiel d'aller plus loin et que tu es stoppé en plein vol, ça c'est un regret, ouais. Yes. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, de m'être construit de moi-même, je pense que c'est important. J'ai eu l'aide de personne. J'ai pas, tout à l'heure tu disais, j'ai pas, eu la chance d'avoir un héritage, j'ai pas eu la chance d'avoir, connaître un réseau, de gens ou voilà. Je j'ai dû tout démarrer de zéro. Et quand tu construis des projets comme le Dakar en démarrant de zéro et que tu y arrives, je peux te dire que c'est une grande fierté parce que, tu sais de là où tu pars et là où tu veux arriver. Et le chemin que tu as parcouru, sans
bah, sans avoir été, comment dire, je vais pas dire aidé parce que j'ai des partenaires qui m'ont aidé, mais je veux dire, personne m'a appris. J'ai dû tout Mmh. apprendre Des de partenaires que moi-même, tu as dû aller et chercher, apprendre ils des autres. étaient pas, là et t'attendre quoi Voilà, donc j'ai dû apprendre des autres, apprendre de moi-même. On m'a pas, tout mis sur un plateau, et ça, c'est une grande fierté parce que, quand quelqu'un vient me voir et qui me dit que c'est impossible, bah, je sais de quoi je parle parce que, on l'a fait. est-ce que tu aurais un Et bouquin ça, comme ça à nous recommander? S'il y a un bouquin que tu devrais offrir à quelqu'un, ce serait lequel? bah, je pense que j'offrirai le mien, 28 principes pour rebondir. On est mieux servi parce que bien sûr, on va mettre le lien en description. Hem, est-ce J'offrirai celui-là, il y a des anecdotes sympas et des petits Mmh. tips cool. est-ce que tu aurais un dernier mot pour, cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est voilà, vivez l'instant présent, soyez heureux, mettez pas de côté ce paramètre qui est quand même la base, de la vie de chacun d'entre nous. Et parfois, on essaye de vous guider, dans les choses que vous voulez peut-être pas faire, mais je pense que faites les choses que vous aimez faire. Quand vous aimez faire les choses, que vous êtes passionné, bah, je suis sûr que quand on est passionné, on est plus performant. Et ça, c'est quelque chose de primordial et qu'on devrait nous inculquer, dès le début à l'école. Voilà. Parfait. On te contacte où, Axel? On me contacte, sur mon site web, il y a voilà un onglet, «Me contacter». Donc les gens peuvent, voilà, poser des questions s'ils souhaitent, poser des questions, voilà, j'essaye toujours de répondre parce que je considère que c'est très important, donc je réponds à toutes les questions possibles, sur les gens qui, voilà, qui souhaitent en savoir plus sur mon parcours, sur mon histoire. Après, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, des Ouais, tu as interviews, une chaîne un YouTube, non? TEDx. Je suis tombé Ouais, sur j'ai une chaîne YouTube, Axel Letru, et Instagram évidemment où, il y a du contenu. Donc j'invite les gens à me rejoindre sur les réseaux pour suivre le reste de l'aventure, et ses beaux projets, notamment Go Green yes, 2024. on va mettre tous les liens en description. Axel, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Ben, c'est des brouillards, c'est ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, démarrer de zéro sans l'aide de personne, et savoir se débrouiller, en apprenant, en étant curieux, en faisant face à des échecs, en rebondissant, en ayant de l'audace. Heu et et je l'ai fait et d'autres sont capables de le faire, et comme je dis toujours, en plus, de devoir, commencer à faire les choses, bah, seul comme tout le monde. Je commence en étant en fauteuil roulant, donc c'est 3 fois, 4 fois plus difficile que les autres parce que, j'ai d'autres contraintes qui sont inimaginables. Et donc parfois quand tu te lèves pour aller chercher des partenaires, voilà, et que les lieux sont pas forcément accessibles et que tu galères, en fauteuil, bah, il faut être accroché mentalement 3 fois plus. Et donc si on le fait en fauteuil, on peut bien le faire en étant invalide aussi, je peux vous le dire. Yes, je te remercie, pour cet échange, Axel, pour ces leçons. Aujourd'hui, après, en tout cas pour ceux qui vont écouter, bah, il y a plus de raison, plus de contraintes, plus de barrières qu'on se met à soi-même pour pouvoir, faire les choses tout simplement. Je te remercie pour ce partage et pour ta transparence et j'espère que ça va aller mieux tout à l'heure Avec quand plaisir. tu vas te poser, quoi. Merci Ouais, beaucoup, Alex. voilà, je commence à me remettre, ça va mieux, mais encore un peu. Yes. Merci Guy pour, ce podcast, et puis en espérant que ça puisse toucher, des gens et résonner auprès d'eux, au plus grand nombre. Voilà. Merci, Axel. À très vite. Allez, à très vite.